Bienvenue à toutes et à tous pour notre exploration du jour. On connaît tous un peu ce scénario, non? On met une énergie folle dans un produit, un service, une formation, et puis quand vient le moment de la promo, on fait souvent le minimum. Un petit post vite fait, quelques lignes, pas beaucoup d'inspiration. Résultat, pas grand-chose. Peu de réactions, peu d'engagement et surtout, le nerf de la guerre, peu de conversion. Alors aujourd'hui, on va creuser ça. Comment on peut rendre ce marketing plus percutant, plus mémorable, sans forcément y passer des heures et des heures. On va s'inspirer d'une discussion trouvée sur YouTube qui justement analyse pourquoi le marketing digital manque souvent d'originalité et comment on peut y mettre un peu de peps avec des astuces créatives. Notre but, en tirer les idées clés, les exemples qui marquent et puis les outils pratiques pour sortir un peu du lot. Prêt à décortiquer ça? Ah oui, tout à fait. Et avant même de sauter sur la créativité, il y a un point super important dans cette discussion, je trouve, c'est la différence, mais alors vitale, entre les likes d'un côté et les vraies conversions de l'autre, les ventes, les inscriptions email, ce genre de choses. Parce que bon, accumuler les j'aime sans que ça impacte le business, c'est un peu une illusion, quoi. C'est pour ça que le marketing, ça devrait jamais être le truc qu'on fait à la fin, un peu bâclé parce qu'on est fatigué. Non, ça doit être au cœur de la stratégie. C'est ça qui met la lumière sur ce qu'on propose. Oui, c'est un excellent point de départ. D'ailleurs, le premier constat de la conversation qu'on analyse, c'est justement ce déséquilibre. Énormément d'énergie sur la création de l'offre, et puis un sous-investissement quasi systématique en temps, en créativité pour le marketing. On se contente de 4 lignes, comme ils disent, parce que on est déjà épuisé. Exactement. Et le résultat de cette négligence, c'est l'invisibilité. Ton offre, elle se noie dans la masse. L'analogie qu'ils utilisent dans la source, elle est parfaite, je trouve. Imagine un super magasin, mais caché au 4e étage d'un immeuble, sans aucune pancarte en bas, rien. Personne ne le trouvera jamais, même si c'est le meilleur magasin du monde. Et ce qui est fou, c'est que le marketing, au début en tout cas, peut peser plus lourd que la qualité même du produit dans la tête des gens. L'exemple type, ce McDonald's, cité dans la vidéo. Leur succès, c'est avant tout une machine marketing incroyable, bien plus qu'une cuisine exceptionnelle, soyons honnêtes. C'est clair. Et pendant ce temps, tu as des petits restos locaux excellents, bien meilleurs peut-être, qui galèrent parce qu'ils n'ont pas cette visibilité. Le marketing crève vraiment cet élan initial. D'accord. Alors comment on met cette fameuse étincelle créative sans tout réinventer? La vidéo qu'on décortique, elle propose des trucs assez sympas, notamment en allant piocher dans l'humour, la culture pop. L'idée, c'est d'utiliser des formats qui parlent aux gens, tout de suite. Par exemple, détourner des mèmes. Tu sais, ces images super connues sur Internet. La source donne l'exemple de Batman qui gifle Robin, mais adapté pour parler d'email marketing. C'est drôle, hein? Ah oui, je vois le genre. Ou alors la parodie. L'exemple, c'était une vidéo marrante avec un faux docteur qui essaie de réanimer une boutique Shopify qui marche pas, avec un massage cardiaque et tout. Ça marche les esprits, ça. Mhm. Et une autre veine, c'est les extraits de films cultes. Qui n'a pas en tête des répliques célèbres? Le fameux «Vendez-moi ce stylo» du loup de Wall Street. Ah oui, classique. Des scènes de The Big Lebowski, Titanic, n'importe quoi qui soit connu. Ça crée une connexion directe. La conversation mentionne même un outil, Clip Café. Apparemment, c'est un site où tu peux chercher et trouver facilement des petits extraits de films par dialogue pour les utiliser après. Et ce qui est fort avec ces formats-là, c'est qu'ils captent l'attention, mais genre immédiatement. Ça joue sur des références qu'on a tous en commun, ça crée une proximité, ça fait tomber les barrières, l'humour, l'émotion qu'il y a dans ces extraits, ça crée un lien. Et surtout, ça rend le message beaucoup plus mémorable. La discussion fait le parallèle avec les vieux jingles de pub, tu sais, genre Thierry Ardisson ou Juvamine. Ah oui, je vamine, je l'ai encore en tête. Voilà. Des décennies après, on s'en souvient encore. C'est la preuve qu'un contenu qui marque, ça dure bien plus longtemps qu'un simple post informatif. Bon, après, sur les extraits de films, la source dit que pour des petits bouts utilisés pour parodier ou illustrer, c'est souvent toléré. Même si, techniquement, il y a la question des droits d'auteur, bien sûr. Faut transformer le truc, pas juste le repasser. D'accord. Donc l'idée, c'est d'oser un peu, de jouer avec tout ça. Mais concrètement, comment on s'y prend si on n'est pas graphiste ou monteur vidéo? La discussion parle de quelques outils. D'abord, des trucs de création visuelle très simples comme Canva. L'exemple donné, c'était créer une image marrante en détournant une photo de Bayrou pour parler de System.io en jouant sur l'économie. Facile à faire apparemment. Oui, Canva est devenu incontournable pour ça. Ensuite, un outil un peu plus bluffant est mentionné, Caractère.ai via un truc appelé Avatar FX. L'idée, c'est de prendre une image fixe, une photo ou autre, et de l'animer pour qu'elle dise un texte qu'on a écrit avec une voix d'IA. Et les exemples dans la source sont, audacieux.
On y voit Martin Luther King annoncer une promo System.io en disant « J'ai fait un rêve ». Ah ouais, quand même. Ou Steve Jobs qui regrette de ne pas avoir créé System.io. C'est osé. Ça doit attirer l'attention, c'est sûr. La source précise que ce genre d'outil a souvent quelques essais gratuits par jour et qu'on peut même améliorer la voix si elle sonne trop robot ou avec un accent bizarre avec d'autres outils comme Eleven Labs. Le vrai truc, l'avantage de ces techniques, et c'est ça le point clé de la source, je pense, c'est pas tant la technologie de pointe, c'est surtout que ça permet de se différencier avec un effort relativement petit en fait. Ah oui, pourquoi ? Parce que, comme le dit le gars dans la vidéo, la grande majorité des concurrents, ils font pas ce petit effort en plus. Juste un tout petit peu plus pour sortir du rang. Ils restent dans le classique, le fonctionnel, et cet effort en plus, il est présenté comme tout à fait faisable. La source dit même en rigolant qu'il y a pire comme boulot, genre couler du goudron au bord de l'autoroute. C'est une image. Voilà. C'est cette facilité relative, combinée au fait que peu de gens osent, qui crée l'opportunité. Par contre, il faut être conscient qu'il y a des limites techniques. La discussion soulève un point précis. Apparemment, c'est compliqué, voire impossible pour l'instant, d'automatiser la publication de vidéos comme celle faite avec Character.ai, direct dans les groupes Facebook avec les outils d'admin. Ah d'accord. Contrairement aux images... Oui, les images, ça passe, mais les vidéos, faudrait les poster à la main. L'alternative, c'est de les mettre sur YouTube et partager le lien. Mais bon, l'impact est moins fort. Ça joue pas tout seul dans le fil. C'est un petit frein à savoir. D'accord. Au-delà des outils et des formats, il y a un autre point important qui est abordé, la stratégie et surtout la persistance, la ténacité quoi. Il y a un exemple très parlant sur une formation Facebook. Pour montrer qu'une technique marchait, le formateur a filmé son écran tous les matins en bossant. Et il a fallu 4 matinées de suite, genre 2 heures de vidéo en tout pour que la méthode commence enfin à donner des résultats visibles. Si la formation avait juste expliqué ça en 3 minutes, beaucoup de gens auraient sûrement lâché l'affaire après 1 ou 2 essais en se disant « bof, ça marche pas ». C'est clair. Ça montre qu'il faut s'accrocher. Voilà. Cette démonstration par l'effort répété, c'est super important pour montrer que ça demande de la persévérance. Et un autre exemple qui va dans ce sens. Un post pour une formation gratuite booste ton Facebook en 7 minutes. Ce post, il n'a pas été publié une seule fois. Il a été partagé, repartagé, remis en avant régulièrement. Et au final, cette présence constante a ramené 32 ventes, sans pub payante. Ah oui, pas mal. La conclusion de la source est claire. 5 posts faits à la va-vite, sans conviction, sans répétition, ça n'aurait probablement rien donné du tout. La régularité, ça paye. Et cette logique de stratégie, ça touche pas seulement la fréquence, mais aussi la façon dont on écrit le message. La discussion analyse un brouillon de post Facebook sur l'affiliation, tu sais, promouvoir les produits des autres contre une commission. Et elle pointe plusieurs faiblesses qui limitent l'impact. Ah oui, par exemple ? Premièrement, l'appel à l'action n'est pas idéal. Le brouillon demande aux gens de dire leurs difficultés en commentaire public, mais l'intervenant suggère plutôt de les inviter à envoyer un message privé. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens n'aiment pas étaler leurs problèmes ou leurs échecs devant tout le monde. Le MP, c'est plus intime, plus propice à une vraie discussion. Logique, oui. Deuxièmement, ça manque de concret pour les débutants. Le poste dit juste « trouve ton premier produit à promouvoir ». Ok, mais comment ? Où on cherche ? Comment on sait si c'est bien ? Comment on contacte les gens ? C'est une étape clé. Et sans guide, les débutants sont perdus. C'est vrai, ça manque d'aide pratique. Troisièmement, les étapes proposées sont un peu irréalistes pour quelqu'un qui commence. Suggérer de faire des webinaires ou des gros partenariats dès le 3e mois, c'est peut-être aller un peu vite. Il faut des étapes plus simples au début pour se sentir en confiance. D'accord. Et enfin, un conseil tout bête mais super efficace. Toujours finir ses posts par une question ouverte pour engager la conversation. Même si tout le monde ne répond pas, le simple fait de poser une question, ça augmente les chances d'avoir une réaction, comparé à juste affirmer un truc. Ça invite à réfléchir, à participer. C'est vrai que ça paraît simple, mais on l'oublie souvent. Et pour trouver toutes ces idées créatives, ces angles un peu différents, la conversation suggère aussi d'utiliser l'IA comme une sorte de partenaire de brainstorming. On pourrait demander à ChatGPT ou Claude, par exemple, de nous sortir des idées de campagne ou de trouver des références culturelles, films, séries, personnages qui parleraient vraiment à une cible précise. Absolument. L'IA peut être un super coup de pouce pour sortir de sa propre tête, en fait. Son gros avantage, comme le dit la source, c'est de nous aider à dépasser nos propres références, qui sont parfois un peu datées ou complètement à côté de la plaque pour les gens qu'on veut toucher. L'exemple de Martin Luther King pour les avatars, c'est ça parle à certains, mais pour d'autres, c'est lointain ou même déplacé. L'IA peut proposer un éventail bien plus large, plus ciblé. Mais
Et la discussion assiste bien là-dessus, l'humour ou la créativité de l'IA, ça peut être un peu étrange, c'est le mot utilisé. Parfois un peu bizarre, manquant de finesse. Donc il faut voir l'IA comme une aide, un sparring partner pour lancer des idées, mais certainement pas comme une machine à idées géniales toute prête. Le jugement humain, le filtre du bon sens et du bon goût, ça reste indispensable pour trier et adapter ce que l'IA propose. Très juste. Bon, alors, si on essaye de résumer un peu les points forts de tout ça, le message principal qui ressort de cette discussion, il est plutôt encourageant, je trouve. Se démarquer en marketing, c'est pas forcément une question d'argent fou ou de compétences techniques de malade. C'est souvent plus une question d'état d'esprit et d'oser. Oser un peu plus d'originalité, s'amuser avec la culture pop, utiliser les outils simples et souvent gratuits qu'on a sous la main, Canva, les avatars, les mêmes, et surtout être persévérant, pas lâcher l'affaire au premier essai. C'est ce fameux petit plus créatif, cette envie de faire juste un tout petit peu plus que les autres, qui peut faire une énorme différence face à une concurrence qui reste souvent très très sage. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça au fond? Si on prend un peu d'auteur, cette conversation met en lumière un paradoxe assez intéressant aujourd'hui dans le marketing. D'un côté, comme on l'a dit, les outils pour mettre de la vie, de l'originalité dans sa com, ils sont devenus hyper accessibles. L'IA, Clip Café, les logiciels d'animation simples, les banques de mèmes, beaucoup sont gratuits ou pas chers. La barrière technique ou financière pour être créatif, elle semble objectivement assez basse. On pourrait se dire « Ah, super, tout le monde va s'y mettre ». Oui, on pourrait penser ça. Et pourtant, de l'autre côté, le constat de la source, et qu'on peut tous faire, c'est que la grande majorité du marketing digital, surtout sur les réseaux, reste assez formatée, répétitive, pas très audacieuse, quoi. Toujours les mêmes posts, les mêmes visuels un peu bateaux, les mêmes appels à l'action. Alors, la vraie question, celle qu'on peut se poser pour soi-même si on veut améliorer sa communication, c'est qu'est-ce qui freine vraiment? Si les outils sont là et que l'effort en plus n'est pas démentiel, où est le blocage? Est-ce que c'est la peur de sortir du rang, la peur de ne pas faire assez pro ou d'être trop bizarre? La peur du jugement peut-être. Oui, ou une mauvaise estimation du temps que ça prend, alors que faire un mème ou animer une image, ça peut prendre quelques minutes. Ou alors c'est plus profond, un manque de confiance dans sa propre créativité. La difficulté de penser différemment, out of the box, comme on dit. Les obstacles, sont-ils vraiment techniques ou financiers? Ou plutôt psychologiques, culturels? C'est une piste super intéressante à creuser pour comprendre pourquoi tant d'opportunités de se démarquer restent finalement assez peu exploitées.